D'une part, moi, j'avais envie de continuer un petit peu sur le plan que je vous avais proposé pour cette année. Bon, là, ça commence à dater puisque c'était en la séance de. Et je sais pas si vous vous souvenez un petit peu, ce que je vous avais proposé cette année, c'était de continuer un peu dans le pas de l'année dernière. L'année dernière, j'avais essayé de vous présenter un peu plus des termes comme celui de l'hypermodernité et puis pourquoi ça avait un intérêt pour penser la clinique contemporaine, et notamment à travers une discussion sur l'hypermodernité et la cybermodernité. Bon, donc l'année dernière, ça avait été des séances de présentation de ces termes-là, notamment à travers une brève introduction à la pensée de Gilles Lipovetsky. Là, moi, ce que j'avais proposé justement en début d'année, c'était de faire une séance un peu plus centrée sur l'enjeu de l'identité hypermoderne, ce qui est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et puis d'avoir d'autres séances de séminaires consacrées à la question des objets, justement du numérique et de cette hypermodernité, pour enfin terminer par une séance peut-être plus centrée sur les enjeux psychopathologiques. Donc aujourd'hui, voilà, c'était une manière peut-être de resserrer un peu plus la problématique de l'hypermodernité sur la question de l'identité, savoir qu'est-ce qu'on en fait aussi bien dans ces aspects théoriques, je vous présente quelques petits concepts qui vont m'être utiles pour essayer de présenter notamment 2 cas cliniques à la fin. Mais à la suite de la dernière séance, on s'était un peu tous dit que ça pouvait être intéressant aussi de revenir sur la présentation du schéma L de Lacan, en plus, étant donné qu'effectivement c'est en lien et ça va être en lien avec le problème de l'identité, puisque le schéma L chez Lacan est le schéma qu'il qualifie de schéma de l'intersubjectivité. Donc je vais commencer aujourd'hui par faire une sorte de présentation du schéma L, pas très longue, juste faire en sorte aussi que ça nous remette des choses un peu en place intellectuellement, ou que ça nous en présente pour ceux qui n'avaient pas forcément eu l'occasion de se pencher sur ce schéma ou de le connaître. Donc voilà, là l'idée c'était de commencer par là pour essayer de poser aussi qu'est-ce qui est en jeu dans l'intersubjectivité en psychanalyse et à travers un référentiel lacanien, et qu'est-ce qui du coup pouvait aussi nous servir de, peut-être pas de modèle, parce que modèle c'est un terme un peu abusif, mais en tout cas de point de référence pour à la fois comprendre certaines théories sur l'identité qui relèvent plus de réflexions faites par des philosophes, et aussi essayer de relier à la fois ces questionnements philosophiques et la clinique à un référentiel peut-être plus clairement psychanalytique, comme c'est le cas pour le schéma M. Alors là, je vous l'ai mis, je pense que tout le monde a vu, je vous l'ai mis là dans la conversation, je vous l'ai remis pour que vous puissiez suivre, parce que c'est quand même intéressant que vous l'ayez sous les yeux. Donc Lacan, il introduit le schéma L dans le 2e séminaire. Le séminaire, il est consacré, c'est toute la période des séminaires qu'on qualifie de retour à Freud, où après le premier séminaire, enfin qui est en fait le 2e, puisque le séminaire 0 a jamais été publié, qui était consacré, c'était le séminaire qu'il faisait chez lui encore à l'époque, et c'était un séminaire qui était consacré à l'analyse du cas de l'homme au loup. Donc le premier séminaire tel qu'on le connaît, que ce soit à travers l'édition du Seuil par Jacques-Alain Miller, ou que ce soit par l'édition de Lally, qui est vraiment dans le verbatim directement retranscrit. Le premier séminaire est vraiment une introduction aux écrits techniques de Freud. Le 2e s'intéresse beaucoup plus, et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus théorique, à la place du moi et la façon dont c'est la grande critique lacanienne du 2e séminaire, dont il va se placer directement en porte-à-faux par rapport à ce qu'on a fait l'égo-psychologie, et la façon dont le moi s'est progressivement vu réduit à une place qui était une place qu'on pouvait amalgamer au self,
c'est-à-dire à la pointe de la conscience, quoi, si on le dit extrêmement simplement. Ce qui va essayer de montrer, c'est justement que le moi, c'est pas juste la partie la plus visible ou la plus externe de toute la topique freudienne, c'est aussi justement une instance qui vient qualifier une aliénation. Et c'est ce qui va être repris par le schéma L. Le schéma L, pour celles et ceux qui s'intéresseraient un peu plus de creuser cette question-là, vous le trouverez donc sous une forme initiale dans le deuxième séminaire, et vous trouverez aussi une forme peut-être travaillée différemment dans le troisième séminaire consacré aux psychoses, dès le début, c'est-à-dire lorsqu'il s'agira justement de creuser une des trajectoires que je vais expliciter un peu plus, qui est celle du bas, qui va de grand autre, du grand A, au moi, au petit a en bas. Comme vous voyez, c'est un schéma qui a deux directions. Il y a une direction qui est donc celle-là, la plus courte, grand autre à moi, A, et l'autre direction, l'autre trajectoire, qui va du grand autre, qui passe par le S, qui va après par le A', et qui revient au moi à la fin. Donc, deux trajectoires, une très courte de grand autre à A, et une autre qui passe par le S, A', A. C'est celle-là, c'est la deuxième sur laquelle je vais un peu plus me concentrer pour vous me présenter le schéma. Donc, ce qui est dit par Lacan, c'est que le grand autre, il faut le concevoir sur le modèle qui est déjà esquissé dans l'esquisse d'une psychologie scientifique de Freud, c'est-à-dire que on est face à un Ebenmensch, un autre qui est entendu comme absolu. C'est pour ça que l'autre, de manière des fois un peu abusive quand on fait référence à Lacan, il y a pu avoir des auteurs qui ont parlé d'autres maternels ou d'autres paternels. Le grand autre chez Lacan, il est ni maternel ni paternel. Le grand autre, c'est une instance. Et en l'occurrence, une instance qui a une vocation symbolique. Pourquoi je dis qu'il y a une vocation symbolique? Parce que c'est un problème de lacanien, c'est que le grand autre, en tant que tel, il a une valeur qui est une valeur à la fois réelle, une valeur qui est également imaginaire, et une autre qui est symbolique. Mais, pour être plus précis, ce qui est déterminé par le grand A en bas, c'est ce que Lacan appelle le lieu de l'autre. Ce terme, il est très important. Pourquoi il est très important? Parce que, en tant que lieu, le lieu, chez Lacan, est ce qui va prescrire à la fois une valeur réelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit perceptible. Donc ça, c'est la dimension la plus réelle. Par ailleurs, dans sa perception, il faut qu'il soit imaginable. C'est là où on lui prête du coup une valeur qui est imaginaire. Et ensuite, il faut qu'il ait, pour l'instant on va le dire comme ça, qu'il soit porteur de sens. C'est là sa dimension la plus symbolique. Donc, le grand autre, en lui-même, effectivement, c'est une instance qui est principalement symbolique, puisqu'il détermine pour Lacan la possibilité, justement, de faire le lien entre les trois, entre ces trois registres fondamentaux. Donc, cet autre qui est au lieu de l'autre, que vous avez en bas, c'est donc le grand A. Si on reprend, si on fait une petite analogie, qui sera une analogie qu'on pourra utiliser un tout petit peu pour rendre les choses claires, entre le schéma L et puis le stade du miroir qu'il avait introduit bien plus tôt. Vous allez avoir, disons, un adulte qui sera en position de grand autre. Cet adulte va désigner un endroit, par exemple, va désigner une image dans un miroir, l'image de l'enfant dont la réflexion se porte dans le miroir. Le grand autre va désigner cette image, il va donc pointer en direction du miroir. Là, ça nous amène à S, en haut, qui est donc à la fois le sujet et le signifiant. Et pour en arriver au petit autre, qui est donc l'image reflétée dans le miroir.
Donc, imaginons dans ce cadre-là, pour une forme simplifiée, vous avez donc cet autre qui est en position de grand autre, d'instance, qui va qualifier l'image qu'il désigne dans le miroir. Donc, regarde, c'est toi. Ou regarde, c'est Axel. Tu vois, c'est Axel. Ainsi de suite. C'est-à-dire que par là, une désignation qui va avoir recours à la parole va se désigner un sujet qui est encore méconnu. Parce que ce sujet est pris dans un reflet. Donc là, on est au petit A' en haut à droite, qui est renvoyé au moi en bas. Est-ce que ça, c'est bon? Vous arrivez à visualiser? Du grand autre, position, désignation du S à travers un signifiant, qui se porte par rapport à une image, qui est donc renvoyée au moi, en la personne justement de l'enfant qui constate et qui regarde son image. Bon. Ce qui est important ici, c'est que donc Lacan, dans cette théorisation du grand autre, va en faire aussi une instance symbolique en tant qu'elle vient introduire une différence entre le langage et la parole. Souvent, de manière un peu abusive, on confond les deux chez Lacan. Le langage n'est pas la parole. Le langage, pour Lacan, ça doit avant tout se comprendre comme un système de sens. La parole est ce qui donne une valeur à ce système de sens. C'est bien pour ça qu'il qualifie la ligne que vous avez de grand autre à S, là où il y a écrit inconscient et de l'autre qui est en petit pointillé, il le qualifie de mur du langage. Mur du langage et non de la parole. Pourquoi? Parce que justement, à travers la parole, ne pourra jamais être accessible la parole dans l'entièreté de ce qu'elle suppose. C'est-à-dire que quand vous parlez, ça c'est bien le processus même d'une analyse, quand vous parlez, vous ne pouvez pas tout dire. C'est ça tout l'enjeu. Vous sélectionnez, vous êtes pris justement dans une synchronicité qui échappe à la diachronicité absolue que suppose le langage. Ça, c'est important parce que c'est précisément cette différence entre le langage et la parole qui fonde aussi une aliénation. C'est-à-dire que d'une part, ça le fonde parce que ce qui va déterminer le sujet parlant, ça le déterminera en des points déterminés du langage, auquel il n'aura jamais entièrement accès. C'est cette première valeur. Donc, le sujet, pour le dire là dans un premier temps, il est donc doublement aliéné. D'autre part, il est aliéné par son rapport au langage. Et ensuite, il est aliéné par le fait que lui est prescrit par cet autre un signifiant qui porte sa subjectivité. Et c'est pour ça que là, pas dans le cadre de ce schéma-là, mais ultérieurement, le S que vous voyez en haut à gauche va ensuite être écrit par Lacan S barré. Ce sera cette barre du sujet qui sera introduite par la dimension d'aliénation, de subversion, suite à la dimension performative de l'autre dans son rapport de désignation. C'est-à-dire qu'il lui prescrit une place de signifiant qui s'amalgame à ce qu'est le sujet. Et cette place de signifiant ne relève pas de sa propre intention en tant que sujet. On y est mis à cette place-là. Et c'est précisément pour ça que le S est barré. Je vous lis deux petits passages que vous trouverez tout à la fin du deuxième séminaire. Quand le sujet parle avec ses semblables, il parle dans le langage commun qui tient les moi imaginaires pour des choses non simplement existantes, mais réelles. Ne pouvant savoir ce qui est dans le champ
où le dialogue concret se tient, il a affaire à un certain nombre de personnages A'. Pour autant que le sujet les met en relation avec sa propre image, ceux auxquels il parle sont aussi ceux auxquels il s'identifie. Donc, c'est ce rapport-là qui va s'en déduire, c'est-à-dire que le rapport du sujet à ses petits autres, petite A' là en haut, qui sera pris, comme il le dit, c'est-à-dire à la fois comme des moi imaginaires, c'est-à-dire qu'il pourra penser le rapport entre son moi et ses petits autres à travers l'identification. Et c'est ces identifications qui vont créer, dans un rapport au symbolique, des rapports de différence. La deuxième citation, elle est importante parce que elle vient un peu plus reprendre l'enjeu justement du grand autre et de ce que ça signifie. C'est d'autant plus important que ça va être c'est une notion qu'il va beaucoup creuser, qu'il va particulièrement creuser dans le cadre du séminaire sur les psychoses. Si la parole se fonde dans l'existence de l'autre, le vrai, le langage est fait pour nous renvoyer à l'autre objectivité, à l'autre dont nous pouvons faire tout ce que nous voulons, y compris penser qu'il est un objet, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Cet autre-là dont parle Lacan, c'est le petit autre. C'est-à-dire qu'à partir justement de l'existence du grand autre, le sujet va pouvoir se mettre dans une position donc d'objectivation des petits autres. Je continue la citation et je la termine. Quand nous nous servons du langage, notre relation avec l'autre joue tout le temps dans cette ambiguïté. Autrement dit, le langage est aussi bien fait pour nous fonder dans l'autre que pour nous empêcher radicalement de le comprendre. Ça, c'est tout à l'heure, ce que je vous disais, et ce qui reprend la différence entre le langage et la parole. C'est qu'à la fois, c'est justement le langage qui nous sert d'ensemble général, à partir duquel on va pouvoir nous déplacer dans le sens, et en même temps, c'est une limite fondamentale puisqu'on n'a jamais accès au langage dans son entièreté, d'où le fait qu'il qualifie cette relation entre grand A et S comme mur du langage. Bon, ce qu'il y a de particulièrement là important pour nous aujourd'hui, parce qu'on peut rentrer dans beaucoup de détails qui auraient à expliciter ensuite, la trajectoire qu'il y a en bas entre grand A et le moi, ou alors encore justement quel est le statut de ce A' en haut, parce que ce A' là pour l'instant tel qu'on se le raconte, là ça reste encore un petit autre, un semblable. Mais le petit A', c'est aussi ce qui va avoir valeur et ce qui va recouper la place de ce que Lacan appelle l'objet A, dont on a parlé à certains moments, c'est-à-dire précisément, c'est la conséquence de ce qui a été suggéré dans la deuxième citation, c'est le moment où on prend le semblable pour un objet. Et comment aussi cette possibilité de le saisir comme un objet, nous le fait percevoir ou nous le donne à penser sous une forme particulière que suppose l'objet A. Ça, on va pas le voir aujourd'hui. Je le mentionne juste pour ceux qui auront envie de le creuser, et notamment la question de l'objet A. Vous y aurez accès vraiment dans les séminaires ultérieurs, que ce soit le désir et son interprétation ou même la relation d'objet. Bon. Ceci étant dit, ce qu'il y a d'important évidemment là à retenir, c'est ces trois choses, c'est-à-dire la façon dont, dans une perspective lacanienne, l'identité, ou ce qu'on va rappeler comme étant l'identité, elle se passe à travers une identification, et notamment une identification primordiale. La première chose. Deuxième chose, que cette identification primordiale, elle suppose donc la place d'un grand autre et la dimension constructiviste de la psychanalyse, c'est-à-dire que ce que je suis dépend de ce que l'on m'a fait être.
Bon, ça c'est toute la dimension performative justement qui est à la base de la conception, d'une certaine conception de l'identité, même si ce terme est abusif en psychanalyse, tel qu'on pourrait le rattacher à la théorisation psychanalytique lacanienne. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est évidemment l'aliénation fondamentale du sujet en tant qu'il est justement barré. C'est-à-dire que, comme il se joue de manière assez simple aussi dans une analyse, c'est le fruit de l'aliénation par ces différentes identifications qui fait l'objet d'une partie, en tout cas importante, du travail de l'analyse. Et qui fait ressortir d'ailleurs disons la lame de fond du travail analytique. Bon, donc une fois que c'est un rappel, est-ce que vous avez des questions, des choses que vous voudriez qu'on précise un peu avant d'aborder un peu plus clairement et un peu plus directement la question de l'identité hypermoderne pour aujourd'hui, quitte à répondre aux questions maintenant. Bon. Alors, juste une petite remarque. Oui. C'est vrai qu'abusivement, on démarre souvent par autre maternel et autre paternel. Je pourrais ajouter autre social, parce que c'est le premier versant imaginaire de la langue qui permet à ceux qui ne sont pas habitués au concept lacanien d'accéder à l'abstraction. Parce que l'enfant en passe, la langue, il la tient d'abord par la personne qui va le nourrir, donc par l'autre maternel. Et il n'accède pas toujours, on le voit bien dans l'autisme et dans la psychose, au lieu de l'autre. Et c'est l'entrée, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, pour que l'autre devienne un lieu d'adresse avec toute l'abstraction que tu viens de montrer, de manière vraiment très claire. Mais pour que le sujet y ait accès, il faut qu'il en soit passé par ces étapes-là d'abord. Donc c'est vrai que c'est un abord d'abord imaginaire, mais que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de la théorie lacanienne, c'est souvent plus facile de démarrer par là et après d'abstraire comme tu... C'est vrai que plus l'œuvre de Lacan avance, moins il l'emploiera. Bien sûr, mais c'est même d'autant plus le cas, je trouve, Martine, que comme tu le sais, le grand autre, il l'identifie au corps. À un certain moment, il en fait, c'est-à-dire que d'un certain point de vue, moi j'ai tendance à penser, c'était ça peut-être avec les étudiants, c'était peut-être plus facile enfin en tout cas je voyais qu'ils trouvaient ça plus facile. Le grand autre, c'est là d'où ça part. Voilà. Alors après, justement, on essaye de comprendre pratiquement aussi comment ça peut se construire et évidemment d'où ça part. Ça parle de l'environnement dans son ensemble. Alors nous, on va essayer de déterminer, pour rendre les choses plus pratiques, des éléments de l'environnement, que ce soit une femme en position de mère ou quelqu'un en position de mère, que ce soit un homme ou une femme en position de père, que ce soit justement une délégation de personnes qui représentent le social, qui viennent là, et ainsi de suite. C'est-à-dire comment, à un moment donné, d'où ça part, c'est avant tout d'où ça vient. Et le grand autre, c'est ça, c'est d'où ça vient. Et comment ce d'où ça vient arrive à être progressivement, peut-être pas déterminé, mais en tout cas, un tant soit peu symbolisé. Et après, à partir de ce d'où ça vient qui commence à prendre forme dans la tête de chacun de nous, on arrive aussi à se construire nous-mêmes dans la façon dont on aborde à la fois notre propre identité, l'identité des autres et les objets qui nous entourent. Et à ce moment-là, ça devient une instance. Oui, c'est-à-dire le lieu d'adresse de la parole du sujet, lieu trésor des signifiants, qui n'a pas plus de consistance ou de représentation imaginaire que l'objet a. Exactement. C'est-à-dire une pure instance, comme tu l'as bien.
Je suis d'accord avec, c'est-à-dire que si je l'ai pas suffisamment bien signifié, l'intérêt de ces schémas-là, vous aurez l'occasion de les retravailler aussi à votre sauce, chacun de vous, c'est vraiment d'arriver à les voir à la fois sous leur forme la plus abstraite, donc la plus symbolique, et aussi d'arriver à ce que vous puissiez, même si c'est peut-être un peu abusif, vraiment reconstruire des analogies avec justement avec aussi une réalité parfois extrêmement concrète. Oui. C'est ça l'intérêt de ces schémas. Oui. Mais merci pour ta présentation de l'abstraction qui était extrêmement claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je continue? Bon, je vais commencer un peu plus sur la question de l'identité. Donc, comme je vous avais dit, donc l'année dernière, je vous ai un petit peu présenté cette question qui relève dans le cadre du séminaire d'une interrogation sur la clinique contemporaine, et que j'avais essayé de centrer cette réflexion autour du problème de l'hypermodernité et de la cybermodernité. Et là, j'avais laissé en suspens le problème de l'identité hypermoderne en continuant un petit peu dans l'œuvre de Lipovetsky, puisque l'œuvre, comme je vous l'avais présenté l'année dernière, est quand même très conséquente. Et il se trouve que le dernier livre que Lipovetsky a sorti en 2021, qui s'appelle Le Sacre de l'authenticité, est un livre qui parle en grande partie justement de ces questions. Je vous mets les références ici dans le chat pour que vous les ayez si elles vous intéressent. Ce sera les 4 livres auxquels je vais faire référence là dans ma petite présentation. Donc, Lipovetsky, dans un livre dont je vous avais parlé qui s'appelle Les temps hypermodernes, et dans Le Sacre de l'authenticité, donc le dernier, il met en tension 2 formes d'identité. Une identité qu'il appelle l'identité réflexive et une autre qu'il appelle l'identité institutionnelle. Le raisonnement de Lipovetsky, c'est que l'identité réflexive a aujourd'hui pris le pas sur l'identité institutionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est l'identité réflexive? Ce qui suppose par l'identité réflexive, c'est la faculté de chacun de nous et le devoir, le terme de devoir, je le mets pour l'instant entre guillemets, de s'auto-prescrire une identité. Là où l'identité institutionnelle, au contraire, vient reprendre beaucoup plus la cohérence que je viens de vous présenter dans le schéma L, c'est-à-dire que, a priori, c'est l'institution qui nous donne une vocation de sujet, une vocation identitaire. On nous dit que nous serions un tel, on nous donne un nom, on nous donne des fonctions, on nous prescrit une possibilité de vivre dans des conditions de société, et puis après, dans des conditions qui seront beaucoup plus surdéterminées, que ce soit des conditions de travail, que ce soit des conditions de citoyenneté, et ainsi de suite. Mais cette identité qui est dite institutionnelle est donc une identité qui découle d'un effort institutionnel, l'institution étant avant tout ce qui était auparavant. C'est-à-dire que l'institution est une trace de la tradition, c'est instituto, c'est-à-dire que c'est ce qui, justement, est en position et qui reste. D'où le fait qu'une politique institutionnelle est, par exemple, nécessairement une politique traditionnaliste, puisque ça prend en considération le temps qui a été fait et qui a mené à ce que des groupes humains se fédèrent entre eux et puis se forment à travers un ensemble qui, année après année, résiste au temps biologique, donc au temps des générations, par exemple, au temps des hommes. Ça, c'est toute la logique et l'articulation en philosophie entre la nature et la culture. La culture est entendue justement, ou peut être entendue comme ce qui résiste à une temporalité qui est une temporalité naturelle. Donc là, en l'occurrence, une temporalité qui est une temporalité biologique. Donc, supposément pour Lipovetsky, de passer d'une identité institutionnelle à une identité réflexive,
c'est passer d'une identité qui suppose la prescription de ce que l'on est par l'extérieur, par les institutions, à une identité qui serait une identité auto-reconnue, auto-prescrite, où chacun des individus serait censé pouvoir dire ce qu'il en est de lui-même, ce qu'il attend de lui-même, c'est-à-dire que l'identité, elle porte aussi sur le désir que l'on a, sur les fonctions que l'on s'auto-attribue, et ainsi de suite. Ce qu'il y a d'important dans cette mise en tension de concept, c'est que pour Lipovetsky, c'est justement la question qui se pose et qui était posée à travers même le terme d'hypermodernité, c'est pourquoi ? Pourquoi il y aurait effectivement un passage de l'identité institutionnelle à l'identité réflexive ? Ce qui est supposé par Lipovetsky, c'est que c'est la chute de l'institution, qui est avant tout un recul des valeurs sociales, s'est construite en grande partie par, disons, l'omniprésence des lois du marché. Ce dont nous avait parlé assez bien Jérémy lors d'une séance précédente. C'est la pression des lois du marché et le libéralisme qu'il y a derrière qui a progressivement incité les institutions à se conformer à ces lois et donc à renoncer à leur fonction première qui est avant tout de pérenniser. D'où le fait que je faisais référence au rapport entre la nature et la culture, c'est-à-dire de pérenniser nos modes de fonctionnement dans un espace social, dans le cadre d'une société. Donc, supposément pour Lipovetsky, l'identité réflexive, elle se construirait dans la foulée de ce processus plus global qui amène à l'hypermodernité. Ce processus plus global reposant en grande partie sur les lois du marché, ce qui pose cette fois-ci un problème et un conflit entre le marché et l'institution. Je vais vous donner un petit exemple de ça parce que je suis tombé récemment sur un exemple que j'ai trouvé relativement frappant. Pour celles et ceux qui ont eu la chance d'ailleurs, je vous invite à le faire si vous avez l'occasion. Sur Arte, vous avez 6 épisodes qui sont consacrés juste à la définition de la propriété. Dans le 2e épisode, vous entendrez, le 2e épisode est consacré au corps, à la place du corps. Et vous entendrez un raisonnement qui peut-être vous surprendra et qui est pourtant extrêmement important à comprendre. Le 2e épisode présente le rapport entre le corps et la propriété. Et un des constats ou une des remarques qui est faite, c'est que c'est depuis relativement récemment qu'on considère que chacun a son corps comme propriété, que mon corps m'appartient. Bon, première nouvelle peut-être pour certains. En tout cas, il est entendu qu'aujourd'hui, on n'a pas à s'offusquer, ou alors il est relativement fréquent qu'on pourrait penser, ou que des pensées ou des remarques témoignant du fait que chacun, a priori, est propriétaire de son propre corps. Pourtant, ça n'allait pas nécessairement de soi, il y a un siècle. Bon, ça c'est, disons, le premier constat qui est fait. Le deuxième, c'est que le fait de considérer que son corps est sa propre propriété a une conséquence qui est un petit peu particulière. Pourquoi ? Parce que considérer que son corps c'est sa propre propriété, c'est avant tout considérer que le corps peut donc faire l'objet d'une propriété. Donc qu'il est assimilable à un objet marchand. À partir du moment où vous posez la question de la propriété du corps, vous posez aussi la question justement de sa possibilité qu'il soit marchandé. Et alors là, tout d'un coup, ça se complique. Pourquoi ça se complique ? Parce que ce qui, aujourd'hui, me semble une évidence, pensant mon corps comme une propriété qui m'appartient, veut dire aussi que demain, si l'État ne me garantit pas justement cette propriété, mon propre corps peut justement
révéler sa pleine nature d'objet, qui est marchandable, qui est échangeable, qui est achetable. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ni plus ni moins le risque que je redevienne ou que je puisse devenir un esclave. Si on le dit simplement, c'est exactement ce qui est présenté. Si a priori quelqu'un achète demain mon corps et que la propriété que je croyais me revenir, du coup revient à mon voisin, il est a priori capable, ou en tout cas de plein droit, il a la possibilité de plein droit de faire ce qu'il veut de mon corps, ou en tout cas d'en user quand on utiliserait un objet marchand. Pourquoi je vous dis que c'est un exemple de ce que j'essaye de vous raconter dans la mise en tension entre l'identité réflexive et puis l'identité institutionnelle? C'est un exemple parce que justement, c'est précisément parce que l'institution ne garantit plus que le corps n'a pas à être une propriété, donc que l'identité institutionnelle n'arrive plus à fonctionner, à faire son travail, que j'en arrive, à travers mon identité réflexive, à pouvoir dans un premier temps me sentir émancipé, pouvoir jouir de la liberté que ça m'octroie. Pouvoir me dire, oui, c'est formidable, j'ai un corps qui m'appartient, je peux en faire ce que je veux, je peux le modifier à mon image ou à l'image de ce que je voudrais idéalement, je peux lui faire mal, je peux lui faire plaisir, je suis responsable de toute sa vie et de toute son évolution. Là, on est dans la question de l'identité réflexive appliquée au corps. Sauf que c'est justement la possibilité, ce qui dans un premier temps était une liberté, et une liberté de me sentir en marge vis-à-vis de l'identité institutionnelle. Pourquoi en marge? Parce que précisément, à travers cette liberté, j'exerce pleinement mon libre arbitre, j'exerce pleinement ma subversion par rapport à l'ordre social. J'en fais ce que je veux, je suis libre après tout. Et pourtant, cette liberté, elle va se retourner contre moi. Et justement, elle va se retourner contre moi, puisque si on le dit très schématiquement, les institutions vont vous dire « écoutez, moi je m'en lave les mains à partir de là. Oui, vous êtes libre. Très bien, oui, votre corps vous appartient et vous faites-en ce que vous voulez. Oui, mais nous, on va rien vous dire, on vous imposera rien. Faites-en ce que vous voulez. Oui, on va vous garantir quand même quelques limites, on va effectivement essayer de vous garantir votre liberté autant que possible. Mais c'est autant que possible, on fait ce qu'on peut. Mais après, il faut quand même que vous puissiez vous débrouiller. Bon, alors moi, dans un premier temps, quand tout se passe bien, ça va. On m'a dit, écoutez, je m'en débrouillerai, justement. Je ferai avec les propres repères que j'ai, je ferai avec justement ma liberté, je ferai comme Emily Ratajkowski, je dirais my body, my choice. Voilà, ce sera comme ça que je vivrai, et puis je montrerai ce que j'ai envie de montrer, je cacherai ce que j'ai envie de cacher, je modifierai ce que j'ai envie de modifier, et ainsi de suite. Sauf que demain, justement, les institutions, elles vont de plus en plus s'en laver les mains. Et là, il y aura un voisin qui va me faire comprendre très précisément que mon corps, il est pris dans un rapport qui est un rapport d'intersubjectivité. Que oui, je peux montrer ce que je veux montrer, je peux modifier ce que je veux modifier, mais qu'il faut que j'en assume les conséquences. Et ces conséquences, ce seront principalement des conséquences marchandes. C'est-à-dire qu'à partir de ce corps à partir duquel je vais pouvoir exercer ma liberté, je vais me confronter assez classiquement. C'est bien ça la devise de Montesquieu. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Je vais me confronter à la liberté de l'autre. Et ma liberté et la liberté de l'autre, justement sous une forme qui sera une forme qui prendra la valeur la plus simple de l'échange, ce qu'on appelle le marché. Sauf que sans régulation, comme le pointe justement bien le reportage sur Arte, l'absence de régulation peut potentiellement m'amener à devoir faire face à des rapports de domination, de soumission, d'appropriation, c'est-à-dire des rapports de violence entre l'autre et moi. Sans possibilité d'interpeller un tiers,
qui viendrait réguler justement ce rapport, ce à quoi servent les institutions. Donc, je vais avancer un petit peu, mais dans cette idée, j'aimerais que vous compreniez bien comment se cristallise la pensée de Lipovetsky à travers ces termes d'identité réflexive et d'identité institutionnelle. Là où ça amène pour Lipovetsky la consécration dans nos sociétés hyper modernes d'un terme qu'on retrouve sous toutes ses formes, et vous le trouverez longuement étudié par Charles Taylor dans un livre qui s'appelle Les sources du moi, la formation de l'identité moderne, qui est le terme d'authenticité. C'est-à-dire que, c'est quoi l'authenticité? Si on continue le raisonnement, donc j'exerce ma liberté dans un rapport qui est donc un rapport à la liberté de l'autre, mais donc qui devient un rapport concurrentiel. Je rentre en concurrence avec la liberté de l'autre. Et je cherche donc à me garantir derrière cette liberté de ma spécificité en propre. Je veux que mon corps, je veux que ce que je suis, je veux que mon identité soit la plus singulière possible, la plus particulière possible, la plus individuelle possible. Dans cet effort de m'hyper-individualiser, de me particulariser au possible, je vais donc devoir faire appel à la fois à tout ce que le marché me propose, c'est-à-dire à tout ce que la liberté des autres me propose pour me rendre encore plus particulier, et comble du comble, je vais vouloir, après m'être assuré ou dans cet effort d'être encore plus particulier que ce que j'étais hier, m'assurer d'être au contraire le plus authentique possible, le plus identique à ce que je suis. D'où la question de l'authenticité. Ce qui est supposé par Lipovetsky et Charles Taylor, c'est que c'est l'authenticité qui devient l'idéal de cette identité réflexive dont il parlait. Ce que l'on veut, c'est être le plus authentique possible. C'est être le plus vrai. Pourquoi être le plus vrai? Parce que, justement, dans l'ordre du marché, c'est la valeur suprême. C'est précisément en étant le plus authentique comme une œuvre d'art, la plus originale, et de s'assurer le plus possible, ou de donner des preuves le plus possible, des marques justement de l'originalité et de l'authenticité, que l'on se distingue. Enfin, on est un produit qui n'est pas comme les autres. Enfin, on est un produit qui garantit une valeur qui est une valeur suprême. Plus c'est authentique, plus ça coûte cher, plus ça a de valeur. Puisque l'authenticité, là, est pris aussi comme un synonyme de rareté. Dans cet effort d'exercice de ma liberté, ce que je veux, c'est être le plus rare parmi les plus rares. Et c'est ça qui est qualifié par le terme d'authenticité. Cette tendance que l'on peut avoir dans les sociétés hypermodernes à vouloir être une exception. Sauf que, comme vous l'aurez compris, cette exception que l'on cherche à atteindre, c'est une exception au regard de la loi du marché. Donc précisément, j'ai utilisé 3 termes, la singularité, la particularité et l'individualité. Précisément au regard du marché, on est encore plus individuel, on est encore plus particulier, mais on n'est absolument pas singulier. Pourquoi on n'est absolument pas singulier? Puisque ce qui nous permet de nous sentir reconnus comme particuliers et comme individus, c'est la liberté des autres qui nous le permet. Donc, justement, ça manque précisément la possibilité d'avoir accès à notre singularité, indépendamment de la façon dont les autres nous le reconnaissent dans un rapport de désir marchand. Mais là où
ce qui est intéressant et ce qui est dit par Lipovetsky dans son dernier livre, c'est dans mon souvenir, c'est un chapitre que vous trouverez entre la page 120 et la page 150, qui est un chapitre sur la galaxie identitaire. Ce chapitre, il est intéressant parce qu'il aborde la façon dont on passe d'une logique qui est une logique qu'on pourrait supposer comme individuelle et individualiste à une logique qui est communautaire. Ce qui explique bien Lipovetsky, c'est que face à la pression du marché et dans cette quête d'authenticité, l'individu va pas pouvoir se suffire de lui-même. Il va devoir faire appel à un groupe désigné qu'il va ou non choisir directement pour le reconnaître. C'est-à-dire qu'il va créer des sous-marchés d'une certaine manière. Dans la logique de Lipovetsky, ces communautés, qui donnent lieu à un communautarisme particulièrement important et un communautarisme identitaire, vont déterminer avant tout des ensembles de personnes qui seront en fait une tentative de recréer les institutions qui ont perdu de leur valeur. Elles seront là pour confirmer la personne concernant son identité réflexive, justement. C'est important parce que cette logique est quelque chose qu'on va retrouver de plus en plus cliniquement. On va retrouver de plus en plus ces cercles communautaires restreints qui vont être aussi construits au fil de la vie et qui seront là justement pour alimenter cette identité réflexive, qui seront pas tout à fait des institutions en tant que telles, justement, parce qu'elles ne font pas tiers dans ce processus, mais elles relèveront d'un effort, d'une tentative vers une identité institutionnelle. Ce qui, dans un premier temps, est un appel à l'autre pour être reconnu, viendra ensuite, potentiellement, s'instituer comme un groupe qui, cette fois-ci, ne fera pas que reconnaître, mais qui appliquera des règles aussi qui limiteront la liberté première de l'identité réflexive. Ça, c'est toute l'importance c'est une remarque qui est une vieille remarque que vous trouvez déjà chez Tocqueville. C'est-à-dire que des fois, on a tendance à penser que l'individualisme, ça concerne uniquement les individus. Mais l'individualisme, ça concerne aussi les institutions en tant que telles. Donc, les groupes humains. On peut être pris dans des processus individualistes au niveau d'une communauté, au niveau d'une institution et au niveau d'une personne. C'est pas l'enjeu. Donc, c'est un amalgame qu'il faut essayer de pas faire. Là, j'en viens à une deuxième référence que je voulais vous présenter aujourd'hui et qui est dans la continuité de l'identité réflexive et de l'identité institutionnelle. Pour Charles Taylor, justement, qui a consacré quand même un énorme travail sur la question de l'identité moderne, c'était le livre dont je vous parlais, les sources du moi. Pour celles et ceux qui voudraient un peu creuser la place de Charles Taylor, vous avez un livre qui s'appelle Le malaise de la modernité, qui est très court et qui est vraiment passionnant, qui est extrêmement synthétique, que je vous ai mis là encore dans le chat, qui est là. Donc, dans le livre de Taylor, sur le malaise de la modernité, il le reprend de manière beaucoup plus conséquente dans les sources du moi et puis à travers aussi une analyse qui est une analyse historique. Il fait la différence entre deux termes, ce qu'il appelle l'atomisme et l'instrumentalisme. Donc, ces deux concepts sont le fruit aussi d'une analyse historique pour Charles Taylor. Ce qu'il appelle l'instrumentalisme, c'est la tendance apparaissant dans les sociétés depuis la fin du XIXe siècle à réduire la vocation des personnes à leur fonction. C'est-à-dire à amalgamer la notion de personne à celle d'instrument.
vous êtes votre fonction ou ce que l'on attend de vous ou ce que vous estimez pouvoir faire et ce que vous estimez pouvoir avoir. Faire et avoir étant ici amalgamable à la question de l'instrument, d'une part, et d'autre part, à la vocation marchande, dans le cas de l'avoir. Avoir et faire. Ça, c'est la question de l'instrumentalisme. Réduction de la personne à sa fonction. L'atomisme, c'est ce qui découle du processus individualiste profond. C'est-à-dire que pour Taylor, ce qu'il a appelé la désimbrication, on assiste depuis le 19e siècle à une désindexation de l'identité des personnes sur l'organisation sociale. C'est-à-dire que avant le 19e siècle, c'était le social et la société qui prescrivaient, qui conditionnaient notre droit à être. Vincent Descombes, dans un livre que je vous recommande, qui se lit vraiment facilement, qui s'appelle Les embarras de l'identité, où il reprend notamment, il y a quelques pages où de manière pas très exhaustive, mais il reprend un petit peu Charles Taylor à certains moments. Il fait référence, lui, à un passage de Hegel dans les principes de la philosophie du droit, où Hegel parle du droit à la subjectivité. Bon. Si on reprend ce terme, effectivement, ce qui est en jeu pour Charles Taylor, c'est que avant le règne de l'atomisme qui va avec l'individualisme, c'est le social qui prescrivait un droit à la subjectivité aux personnes. C'est ce droit à la subjectivité qui conditionnait notre liberté à pouvoir exercer notre libre arbitre, à pouvoir choisir, à pouvoir entreprendre, à pouvoir construire notre vie. L'individualisme a saboté profondément ce paradigme-là pour donner l'illusion, justement, d'un autoréférentiel subjectif, ce qui se rapproche de la conception de Lipovetsky sur l'identité réflexive. Mais sauf que là où où la conception de Taylor va encore plus loin, c'est que pour Taylor, cette autoréflexivité est consubstantielle à l'idée même que l'on se fait de la subjectivité aujourd'hui. Un sujet tel qu'on le pense à travers le formatage et à travers les a priori que nous ont donné le 19e siècle, c'est quelqu'un qui se donne lui-même sa propre définition et sa propre nomination et ses propres lois. Donc c'est un jeu absolu, tel que c'est posé à partir du 19e siècle. Donc, ce qu'il y a d'intéressant à travers ces deux concepts de Taylor, c'est effectivement aussi leur mise en tension. Parce que ce que dit Taylor, et c'est là où c'est important, c'est qu'il faut voir l'atomisme et l'instrumentalisme comme deux tendances. L'atomisme étant ce qui va pousser les personnes à se réduire à elles-mêmes, pour le dire très simplement. Se réduire à elles-mêmes dans ce qu'elles peuvent imaginer, ce qu'elles peuvent concevoir concernant leurs propres lois, concernant leur propre façon de faire, concernant leurs propres désirs, c'est-à-dire à s'auto-réguler absolument, à faire preuve, étymologiquement parlant, d'autonomie, d'autonomos, c'est-à-dire d'exercer ses propres lois. Ça, c'est ce qui débouche du processus de l'atomisme. Donc, c'est un des extrêmes de l'individualisme. L'autre extrême, donc l'instrumentalisme, et c'est là où vous verrez que ça communique, que l'atomisme va avec l'instrumentalisme et inversement, c'est que derrière cette auto-prescription va se jouer la possibilité pour une personne de devoir dire ce qu'il peut faire, dire ce qu'il peut avoir. C'est-à-dire que la société va se penser sur le modèle justement d'une mise à l'épreuve du sujet pour donner à montrer quelle serait sa fonction
Donc, quelle serait sa place d'instrument? Là, il y a quelque chose de tout à fait vraiment essentiel. Donc, étape préalable, c'est la société qui prescrivait justement une place et un droit à la subjectivité à des personnes. Mais donc, était entendu directement que ces personnes faisaient partie de plein droit et de plein fait de la société. Mais là, ce qui est évoqué, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, pour le dire très simplement, très bien, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous pouvez exercer votre liberté comme bon vous semble, comme dans l'exemple du corps, il n'y a pas de problème. Écoutez, chacun fait comme il veut, le droit privé est souverain, très bien. Mais alors, par contre, si vous voulez, ou si vous vous élancez dans une perspective de mise en commun, c'est-à-dire si vous avancez dans la perspective d'exercer votre liberté pour faire société, il va falloir que cet effort de liberté pour faire société s'exerce dans la mise à l'épreuve de ce que à la fois vous êtes, mais surtout ce que vous êtes vous permet de faire et donc d'apporter au groupe. Donc, dans l'idée de Taylor, je ne sais pas vraiment si on y gagne au change. Vous voyez, c'est comparablement aujourd'hui, pour donner un exemple très concret, c'est comme si on opposait radicalement le cercle de la famille avec le cercle de la société étendue. Et comme si, dans un esprit qui est un esprit atomiste, on va dire, bah, écoutez, on va déréguler totalement les lois de la famille, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez éduquer vos enfants comme vous voulez, vous pouvez, oui, comme bon vous semble, vous pouvez les mettre dans toutes les écoles que vous voulez, vous pouvez faire... Bon. Mais en revanche, comment ça se passera quand, justement, mon enfant, il aura 18 ans? Et que, oui, moi, j'ai appris, parce que je viens d'une ancienne génération, que, a priori, quand il a 18 ans, bon, bah, il va faire des études et puis il va chercher un travail ailleurs. C'est-à-dire qu'il est amené à se séparer de la famille et donc s'ouvrir à un cercle social plus élargi. Et bien là, les institutions qui seraient les relais de cette société vont renvoyer à la famille le fait qu'il faut encore qu'il fasse ses preuves. Il faut qu'il montre que la société a besoin de lui, qu'il a une place, une fonction pour cette société. Ce qui n'est pas couru d'avance, bah oui, vous avez voulu faire ce que vous vouliez. Bon, bah maintenant, là, vous nous demandez justement qu'on lui ouvre les portes. Mais nous, on ne sait pas. Peut-être qu'il sait rien faire, votre fils, votre fille. Peut-être que nous, on n'en a aucune utilité, en fait. Peut-être que non mais bon, à la limite, si on n'en a aucune utilité, bon bah on lui donnera quelque chose. On appellera ça le chômage. Éventuellement, oui, mais on peut le soutenir pour le temps qu'il arrive à devenir un peu fonctionnel. Puis s'il fait un burn-out parce que bon, il est devenu fonctionnel et puis ça lui a pas forcément permis d'être autre chose que d'être fonctionnel. Bon bah je sais pas, on va lui rembourser ses soins médicaux. Non, d'ailleurs, on va pas lui rembourser ses soins médicaux parce qu'il gagnera beaucoup d'argent à un moment donné. Il pourra se le payer tout seul. Bon, vous comprenez à quel point ces deux termes ils sont importants. Parce qu'ils se renvoient l'un l'autre. L'atomisme renvoie à l'instrumentalisme et l'instrumentalisme renvoie à l'atomisme. Donc là, je vais peut-être m'arrêter pour aujourd'hui pour l'enjeu théorique. Je voulais vous donner, vous parler un petit peu de deux patients qui illustrent ce que j'ai essayé de vous raconter un peu aujourd'hui. Le premier patient, c'est un jeune homme c'est un jeune homme d'une trentaine d'années qui est entrepreneur. Quand il vient me voir, on a commencé à se voir il y a presque 3 ans. Quand il vient me voir, il avait commencé un travail il y a quelques années, au moment de sa classe prépa. Et là, il se retrouve extrêmement seul. Il est entrepreneur. Il a une petite entreprise où
il gagne pas mal d'argent, il a sa copine, mais ce qu'il dit dès le début, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'amis, qu'il est en fin de compte très seul dans son quotidien, que tout est très organisé, il fait son sport tous les jours, il paye un coach pour faire son sport. Bon, il est très marginalisé par rapport à la société. Alors que lui-même, c'est peut-être une des premières énigmes qui l'amène au travail. Il aurait tout pour être reconnu socialement, ce jeune homme. C'est un jeune homme intelligent, c'est un jeune homme qui propose des choses, mais c'est un jeune homme qui est reconnu socialement comme autosatisfait. Et cette autosatisfaction, bien que en partie il en jouisse, il en jouit, puisque comme il le dit lui-même, l'avantage quand on est entrepreneur, c'est que on gagne bien mieux sa vie. Alors oui, il achète des voitures, il achète une belle voiture. Oui, il a acheté un appartement. Bon, oui, il a de quoi se payer des beaux habits. Bon, oui, il exerce un peu de ce pouvoir justement selon les lois du marché et dans un esprit on ne peut plus libéraliste. Il n'empêche que des amis, ça s'achète pas. Ou en tout cas, il essaye un petit peu. C'est ça tout l'enjeu justement du coach sportif. C'est que il essaye de s'entourer avec son argent, un peu grâce à son argent. Il est même arrivé qu'il ait une séance en disant, vous savez, monsieur Raffineau, je sais que ma copine, je pense qu'elle resterait pas forcément avec moi si je gagnais pas aussi bien ma vie. Est-ce que sa copine est particulièrement vénale? Ça a pas l'air, c'est pas la question. Mais la façon dont il le présentait, c'est comme si il s'était fait à l'idée que, voilà, son système était cohérent dans tous les aspects de sa vie. Donc, supposément, s'il a des amis, c'est parce que il peut payer l'addition. S'il a une copine ou une épouse, c'est parce que il a de l'argent à pourvoir. Bon. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce jeune homme? Ce jeune homme, il a grandi avec une mère maniaco-dépressive dont les parents se sont séparés très jeunes. Son père est décrit comme un homme extrêmement brillant, médecin, qui a refait sa vie avec quelqu'un en laissant ses deux fils, lui et son petit frère, un peu à la merci de sa mère qui, elle, était très fragile. La conséquence, ou en tout cas ce qu'il en dit de la relation avec sa mère, c'est que il était pris dans une relation très idéalisée par sa mère et en même temps justement très ambivalente. C'est-à-dire qu'il était à la fois mis dans une position d'enfant parfait et le lendemain, il était conspué, il était roulé dans la boue par la même personne, par sa mère. La façon dont lui présente ces vécus-là, c'est d'avoir grandi avec cet écart-là et cette tendance, ce rapport constant entre le fait d'être le meilleur et d'être le moins bon. Et constamment cette alternance-là. Ensuite, il a fait une classe prépa jusqu'à la terminale. Son ego était pas trop attaqué et la relation à sa mère était pas trop problématique puisqu'il arrivait encore à être un tout petit peu à la hauteur de cette image très idéalisée, ce moi idéal auquel il devait se confronter. Quand est venue la classe prépa, ça a été un peu plus compliqué puisque là, comme il le disait assez bien, en classe prépa, de toute façon, on est tous nuls. Donc, malheureusement, là, ça lui a demandé d'avoir d'autres ressources. Les ressources qu'il a pu commencer à mettre en place, dans un premier temps, c'était des ressources névrotiques. Ressources névrotiques, qu'est-ce que c'est? C'est
Il a développé beaucoup de TOC, donc des ressources vraiment de nature pseudo-obsessionnelle, beaucoup de TOC, beaucoup de pensées magiques, de TOC de vérification. C'est créé une sorte justement de ritualisation pour essayer de tenir face à cette pression d'ego et cette pression de réussite. Et par ailleurs, il a pu aussi avoir un recours à certaines toxiques, certains aussi recours à l'acte à certains moments, une compulsivité dans les dépenses. Et notamment, ça avait quand même une valeur heureusement symbolique, puisque c'était cet argent qui mettait un peu par les fenêtres, c'était aussi l'argent que lui donnait son père. Donc c'était aussi une des manières de jouer justement du rapport à son père et à son absence. Bon, mais ça tenait pas très bien. Mais on sentait aussi, et surtout pendant ces années-là, sa mère a fait une tentative de suicide à ce moment-là, que ça tenait pas très bien, mais ça tenait quand même. Ça tenait quand même parce que dans la façon dont il en parlait, ce jeune homme, il était quand même très proche de s'effondrer totalement. Et je crois sincèrement que si il n'avait pas eu à la fois la créativité qui était la sienne et quand même un peu la présence de son père, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué que ce qu'il a pu vivre à ce moment-là. Bon, la conséquence, disons, sociale de cette période, ça a été une conséquence que lui-même considérait comme prévisible, c'est qu'il n'a pas pu rentrer à HEC. Il a eu une bonne école de commerce, mais pas extraordinaire. Donc, il s'est véritablement fait à l'idée que son moi idéal était derrière lui et que, au moins sur le plan académique, c'était une déception. Ensuite, après avoir fait cette école qu'il n'a pas terminée, et alors pourquoi il l'a pas terminée? Parce qu'il a estimé que de toute façon, ça servait à rien et qu'on n'y apprenait rien. Ce qui est important dans cette information, c'est qu'il a quand même arrêté juste après le début du deuxième semestre. Donc il lui restait juste après le début du deuxième semestre de sa dernière année. Donc il lui restait en fait quelques mois avant de finir l'école. Donc à travers la fin de l'école, c'est joué évidemment tout l'enjeu de la séparation, c'est joué aussi toute la question de l'échec, parce que ce que j'ai réalisé peut-être presque un an après avoir commencé les séances avec lui, c'est qu'il aurait pu ne pas l'avoir en fait concrètement sa dernière année. Bon, après justement cette dernière année qu'il n'a pas terminée, et face à la difficulté aussi du coup que ça pouvait disons que ça pouvait générer sur le marché du travail, il a préféré faire quelques stages et puis très vite il s'est mis à son compte. Et heureusement, il avait une idée assez précise de ce qu'il voulait faire et il a pu dégager des revenus assez importants et faire en sorte que cette petite entreprise fonctionne bien. Pourquoi je vous parle de ce patient? Je parle de ce patient d'une part parce que effectivement, il est sur plein d'aspects et notamment sur la façon dont il s'est identifié très clairement à la trajectoire d'un entrepreneur et aussi d'un autodidacte sur certains points. Il est une illustration parfaite de ce que je vous racontais sur une des figures justement de l'hypermodernité et de l'identité réflexive. Mais je vous en parle aussi parce que ce qu'il y a eu d'important avec ce patient, ça a été de ne pas oublier ce que disait Freud au-delà du principe de plaisir, c'est-à-dire que la névrose qui est entendue comme la névrose de transfert pour Freud est une névrose qui est virtuelle pour Freud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une névrose de transfert, ça n'existe pas tout seul. Chez Freud, et notamment à travers cette page qui est, je crois, au début du chapitre 6 d'au-delà du principe de plaisir, ce que dit Freud, qui est quand même assez étrange, c'est que la névrose de transfert est un moyen pour le médecin pour faire en sorte, justement, de dépasser les résistances.
Donc, dans ce contexte, si on dit classiquement, là encore en reprenant peut-être des grilles qui ont fait leur temps, mais qui là ont leur sens, ce jeune homme qui s'est aménagé autour de son narcissisme comme il a pu, comme il a voulu un petit peu, mais surtout comme il a pu, bien, un des enjeux du travail thérapeutique a été d'arriver à l'amener à cette fameuse névrose de transfert dont il est question. Et comment on a pu essayer de construire ensemble cette névrose de transfert qui a débloqué quand même pas mal de choses pour lui. Une des façons de faire, je pense que je vous en aurais donné certains indices, ça a été d'essayer de réhabiliter la figure du père. Ce qui n'a pas été une mince affaire. Précisément parce que, initialement, dans les premières séances, son père, il est ramené comme un homme brillant, certes, idéalisé, et encore, pas tant que ça, mais surtout pour un homme qui lui a donné de l'argent, donc qui l'a ouvert à exactement ce qu'il a fait, c'est-à-dire en gagner plus. Et un homme qui s'est surtout dessaisi complètement de son désir paternel au profit de son désir pour des jeunes femmes, et là, en l'occurrence, d'une jeune femme qui s'est décidée d'épouser. Donc la difficulté, ça a été au contraire de reconstruire un regard paternel, évidemment pris dans le transfert, qui l'amène progressivement à se concentrer, à parler d'autre chose que de l'argent, à parler d'autre chose que de son travail, à essayer de construire tous ces à côté qui viennent aussi, lui, le sortir de cette vocation qu'il s'était créée à être un outil du libéralisme et à faire progressivement réémerger des affects, des sentiments éventuellement. Ça aussi, ça a donné lieu à un certain nombre de séances importantes par rapport aux sentiments qu'il pouvait avoir vis-à-vis de sa copine. À l'enjeu justement, là aussi, de réhabiliter un petit peu cette copine qui était vue comme un accessoire, une hit girl, une femme trophée, bien qu'il ne l'ait pas encore épousée, mais c'était presque le statut qu'elle avait. Donc, d'arriver à valoriser des objets et des désirs qui ne relevaient pas uniquement d'une accessoirisation marchande de son désir. La réhabilitation du père, dans un premier temps, évidemment, elle ne pouvait pas se faire sous la forme beaucoup plus classique d'une forme castratrice et surmoïque. Quand Freud parle dans Psychologie des foules et Analyse du moi du double visage de l'idéal du moi, c'est de ça dont il parle. C'est que dans l'idéal du moi, et quand vous allez justement travailler cette identification à un idéal princeps qui est référé à l'imago paternel chez Freud, ce que vous allez travailler, c'est vous allez travailler à la fois la part qui sera la part castrative, qui sera la part justement censurante, et aussi la part qui sera la part la plus libératrice, la plus propositionnelle. C'est cette part-là qu'on a essayé de travailler ensemble. Qu'est-ce que son père pouvait représenter un peu comme idéal? Qu'est-ce que son père lui avait un peu transmis? Qu'est-ce que son père avait pu lui-même vouloir transmettre dans sa propre vie, dans sa propre histoire? C'est-à-dire de faire de son père un objet fantasmatique proposant une identification. Et ça a été que à partir de cette condition-là, d'une réhabilitation du père, que cet autre visage de l'idéal du moi, la part beaucoup plus censurante, a pu émerger de manière étonnante, puisque c'est à la suite de vacances qu'il avait passées avec son père, alors qu'il en passait pas depuis des années, où alors son père a eu de nouveaux enfants avec sa nouvelle épouse,
Et donc, mon patient, Jean, qui lui, avait sa chambre, me faisait un petit peu comme si il était chez lui et il faisait ce qu'il voulait. Son père, tout d'un coup, rentre dans sa chambre et lui fait une remarque sur quelque chose d'anecdotique, sur des serviettes de bain que Jean aurait tendance à rouler en boule et puis à faire n'importe quoi et qu'il les plierait pas après avoir pris sa douche. Quand il me raconte ça, juste après, il me dit « j'avais envie de lui casser la gueule ». Alors moi, je lui pose la question « pourquoi vous l'avez pas fait ?» Et il me répond « parce que je suis pas sûr que j'en avais véritablement envie ». Cette formulation a été quand même très surprenante dans le cadre justement de la séance, parce que ça s'est passé vraiment là en 10 secondes. Lui me disant « j'avais envie de lui casser la gueule », moi lui répondant d'une certaine manière justement en étant pris exactement à l'image de la situation initiale, c'est-à-dire en lui disant vous faites ce que vous voulez, pourquoi vous l'avez pas fait? Et lui me répondant justement qu'en fait il n'en avait pas véritablement envie. À partir de là, je pouvais se replacer et puis se reconstruire quelque chose de l'absence de désir qu'il avait et du conflit entre deux désirs, le désir d'agressivité et cet autre désir qui était en arrière-fond, qui relevait de l'identification à son père. Et du coup, à la possibilité de le laisser être en position d'un père qui fait une remarque à son fils. Donc, je trouve que cet événement cet événement a été très important pour lui, sous sa dimension la plus castratrice. Et d'autre part, ça a été important parce que elle est vraiment au carrefour du passage de la névrose narcissique liée à l'hypermodernité à la névrose transférentielle et la façon dont justement ces enjeux de la relation avec son père qu'il commençait à créer par la thérapie ont pu progressivement se matérialiser dans le rapport transférentiel. Par exemple, il m'est arrivé de plus en plus de lui rappeler justement qu'il avait raté sa séance, que je l'attendais à la séance d'avant, d'insister sur le fait que justement je ne faisais pas comme si qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, c'était la même chose. Et que certes, c'était important pour moi qu'il soit là, mais par ailleurs aussi quand il n'était pas là, je lui faisais savoir et que ça pouvait être aussi une bonne chose pour lui, que ça pouvait être sécurisant, que ça pouvait justement le soulager face à cette identité réflexive qui finissait par l'épuiser et aliéner tout ce qui pouvait avoir de la valeur pour lui dans sa vie. Bon, je vois que l'heure a vraiment filé. Je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Peut-être que je vous présenterai le cas d'une autre patiente la prochaine fois qui peut aussi nous permettre de réfléchir sur d'autres choses que j'aurais envie de vous dire dans les séances qui suivront. Je vous remercie de m'avoir écouté.